Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale que Canal Algérie vous propose ce soir. Une émission dans laquelle nous reviendrons sur la visite en Algérie du président nigérien Abdourahmane Tiani les 15 et 16 de ce mois de février 2026 à l'invitation du président Abdelmajid Tebboune. Au-delà des symboles, quels sont les enjeux politiques, économiques et sécuritaires de cette visite pour Alger, mais aussi pour Niamey? Quel est le rôle pour ce partenariat dans la stabilité régionale et pour l'intégration continentale? Nous essayerons de répondre à ces questions grâce à l'intervention de nos deux invités et j'aurai le plaisir d'accueillir ce soir M. Arslan Chikhaoui. Vous êtes expert en géopolitique. M. Arslan Chikhaoui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de votre invitation. C'est nous, M. Chikhaoui, et puis nous avons avec nous notre consultant Mohamed Achir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Chikhaoui, je commencerai par vous. Je sais que dans le langage diplomatique, les mots ont leur sens, et donc dans un communiqué où on annonçait justement cette visite du président nigérien, on parle d'une visite de fraternité et de travail. Tout à fait. Les mots en relations internationales et en diplomatie sont très importants. Le fait d'annoncer que c'est une visite de travail, c'est un élément important. Cela veut dire que ce n'est pas une visite d'État. Oui. D'accord ? Donc c'est une visite à travers laquelle on va traiter des dossiers. Des dossiers éminemment stratégiques. Vous l'avez dit au début, ils sont sécuritaires, ils sont politiques, ils sont diplomatiques. Et ils sont économiques également. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est celui de la fraternité. Moi, je dirais aussi, c'est celui de l'amitié historique qui existe entre l'Algérie et le Niger et de l'ensemble de ces pays frontaliers de la zone ou de la sous-région sahélo-saharienne. Donc, amitié, fraternité et également travail. Donc en fait, ces 2 jours de visite vont être intenses en termes de traitement de dossiers, à caractère stratégique pour les 2 pays. Très bien. Alors, je reste toujours sur ce communiqué qui annonçait cette visite avec vous, Mohamed Achir. Alors, le communiqué dit que c'est une visite qui vise à renforcer les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre les 2 pays, comme on l'a rappelé avec M. Chikhaoui, dans le cadre d'une nouvelle dynamique visant à tirer le meilleur parti de leurs capacités et potentialités au bénéfice des peuples algériens et nigériens. Le temps est donné, Mohamed. Justement, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. D'abord, le fait de redynamiser cette relation entre 2 pays frères, avec un pays avec lequel on partage quand même 950 km de frontières terrestres. Donc il y a l'histoire, il y a la géographie entre nous. Donc je le dis, je le redis, c'est une très bonne nouvelle pour cette coopération qui recèle effectivement des potentialités très importantes et un avenir radieux pour construire justement cet ensemble de coopération au niveau de la région du Sahel. Donc je pense que cette dynamique qui vient d'en haut, c'est-à-dire de la part des décideurs des 2 pays, en l'occurrence le président de la République et le Niger aussi, donc va inscrire justement une perspective de coopération diversifiée parce qu'il y a plusieurs domaines, on reviendra par la suite, peut-être pour détailler un peu. Oui, bien sûr. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle pour les peuples des 2 pays aussi, surtout en matière de relance de ces liens existants déjà historiquement entre nos 2 pays. Et puis il y a une variable très importante, c'est la variable de stabilité dans toute cette région-là qui est attendue justement par les peuples du Sahel. Il n'y a pas que le Niger, mais même d'autres pays aspirent quand même à une stabilité, à la paix et à la sécurité. Et l'Algérie comme partenaire fiable, partenaire stratégique, et comme puissance aussi régionale, donc elle a tout à donner pour ces pays. Donc cette dynamique, je pense, elle est vraiment à saluer. Ouais, on sent vraiment cette dynamique, Monsieur Chikhaoui. Les choses sont allées très vite, donc, notamment après le retour de l'ambassadeur algérien à Niamey.
on en est là avec la visite du président nigérien à la tête de forte délégation. Donc les choses s'accélèrent. Absolument. Et en fait, le ton a été donné avec le retour de notre ambassadeur Oui. à Niamey. Dans le jargon diplomatique, c'est le retour, je dirais, c'est le dégel, Oui. c'est l'apaisement, c'est tous ces éléments qui vont faire que la relation va être reconstruite, d'accord? Et elle est reconstruite sur de nouvelles bases. Et la stabilité, comme le disait mon ami, moi j'ajouterais un autre élément. Cette relation, elle s'appuie et elle doit s'appuyer sur la sérénité. Il n'y a pas que la stabilité, il y a également la sérénité. La sérénité dans les relations humaines, la sérénité entre les peuples, et c'est ça qui fait le développement. On ne peut pas faire de développement si nous n'avons pas de stabilité, comme vous l'avez dit, si nous n'avons pas de sérénité. Donc, effectivement, pourquoi les choses s'accélèrent? Toute la question est là. Oui. Les choses s'accélèrent parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à de nouveaux défis de cette recomposition un petit peu géoéconomique, Oui. géopolitique de la planète, mais également de la région. Et donc, incontestablement, la recomposition des alliances stratégiques est importante. Ouais. Et aujourd'hui, le ton est donné. Avec notre voisinage, nous sommes en train de recomposer nos alliances et de revisiter nos alliances. Mohamed, c'est une visite aussi qui a du sens à l'échelle régionale d'abord et puis à l'échelle internationale aussi. Tout à fait, c'est à l'échelle régionale et à l'échelle africaine aussi. Oui. Déjà, le président de la République a souligné cette nécessité. Donc, il y a juste récemment, en Éthiopie, donc la réunion de l'Union africaine, elle a souligné cette nécessité justement de travailler pour la stabilité de l'Afrique et pour le développement de l'Afrique et surtout la construction d'une décision autonome africaine, c'est-à-dire en quelque sorte nationaliser la décision au niveau de l'Afrique. Autrement dit, et là, justement, nous invite à parler de l'espace un peu global. Parce que l'espace global, effectivement, comme l'a bien souligné M. Cheikhaoui, il est en mutation, une mutation, voire en rupture. Et c'est des ruptures qui sont brutales, et c'est des ruptures dangereuses, et qui risquent justement de créer plusieurs situations conflictuelles, et surtout au niveau des pays où il y a des vulnérabilités importantes. Et vous le savez qu'il y a des classements en matière de vulnérabilité des pays. En Afrique, malheureusement, on recèle la majorité des pays dans le monde vulnérables dans tous les domaines, socio-économiques, politiques, etc. Donc on les retrouve en Afrique. Et surtout dans la bande sahélo-saharienne. Donc là, il y a plusieurs vulnérabilités. Donc là, l'Algérie a toujours appelé dans sa politique étrangère à la consolidation de la relation africaine et au règlement des problèmes au niveau africain, mais aussi à déjouer les complots qui viennent des autres puissances étrangères ou des autres mêmes acteurs transnationaux privés ou non étatiques qui déstabilisent la région africaine et qui en profitent des ressources africaines, parce que ce qui les intéresse réellement, c'est de barader, c'est le pillage, c'est la délapidation des ressources africaines, c'est la prédation. Donc voilà, l'Algérie est un exemple, c'est un modèle à suivre en matière d'abord de souveraineté économique, de souveraineté politique, d'exploitation de ses propres ressources, mais aussi de non-ingérence dans les pays indépendants. Donc je pense que les pays du Sahel surtout, parce que c'est le voisinage de notre pays, donc ils sont appelés justement à suivre surtout ce modèle algérien. En tout cas, c'est un modèle de coopération gagnant-gagnant et de respect surtout des pays africains. Vous le disiez tout à l'heure, M. Cheikhaoui, à juste titre, il y a certes un volet diplomatique, un volet politique, un volet économique, mais tout cela ne peut se faire sans le volet sécuritaire, puisque c'est la base de tout. Quelles sont les priorités sécuritaires partagées entre les deux pays ? Absolument, vous l'avez très bien résumé, la relation bilatérale et la relation frontalière, parce que c'est quand même un pays frontalier, ne peut se faire que s'il y a cette sérénité, cette stabilité. Et par conséquent,
l'Algérie a opté, et comme l'a dit Si Mohamed, a opté pour l'aspect coopératif, donc coopération et non confrontation. Et c'est ça, le ton est donné à ce niveau-là. Nous sommes dans une logique de coopération. Effectivement, pour pouvoir faire face aux défis de la coopération et du développement, il va falloir contenir et également, je ne dirais pas éradiquer, parce que de toute façon c'est un phénomène qui est récurrent et qui fait partie de la nouvelle ère, contenir un petit peu tous les fléaux malveillants. C'est quoi les fléaux malveillants qui minent un petit peu toute la région et qui minent cette ère, un petit peu cette ère d'intérêt commun que nous avons. Vous avez le terrorisme d'abord, d'accord. Vous avez le narcotrafic, vous avez le trafic humain, vous avez le trafic d'armes qui existe depuis 2011, depuis la chute justement. La chute depuis les perturbations politico-militaires en Libye, d'accord. Et si je reprends un petit peu les chiffres du département d'État, ce ne sont pas les miens, il y aurait dans la région tout entière entre 1 million et 1,5 million d'armes qui circulent et qui sont entre les mains d'organisations malveillantes. Donc nous avons ça. Nous avons également, donc je l'ai dit, je pense, le trafic humain qui est important. Nous avons un autre élément qui est très important, c'est la migration, les flux migratoires. Alors comment contenir ces flux migratoires? Les flux migratoires ne peuvent pas être contenus que par le levier militaire ou le levier sécuritaire. Il est également contenu par un levier économique. Donc tout ça est imbriqué. Donc tous ces phénomènes, donc faire face aux défis, aux organisations malveillantes, aux fléaux malveillants de la région, d'accord, faire et en même temps relever le défi d'une construction d'un espace, d'une ère d'intérêt économique commune, tout en maintenant, et ça c'est très important, tout en maintenant notre posture de non-alignement. Donc je dirais que nous sommes dans une logique de multi-alignement économique et un non-alignement idéologique. Et donc tout ça fait que les deux pays vont tirer parti de tout cela. N'oublions pas que les deux pays, l'Algérie et le Niger, regorgent de ressources naturelles, de ressources minières. Rappelons-nous, le Niger a été utilisé pendant la deuxième guerre du Golfe, d'accord, pour justifier la soi-disant arme nucléaire que détenait l'Irak. Alors qu'il n'y avait aucune raison valable, ni aucun justificatif valable, ni aucune preuve à cela. Donc, pour un petit peu soutenir ce que Si Mohamed a dit, l'intervention d'acteurs de puissance extra-régionaux qui perturbent la région, qui déstabilisent la région dans un objectif de tirer profit des ressources minières stratégiques et des ressources minières critiques. Pourquoi ? Parce que la 4e révolution technologique a besoin de ces ressources minières critiques et stratégiques. Et incontestablement, le continent africain, notamment la zone ou la région sahélo-saharienne, dispose de ces ressources qui sont nécessaires au développement et surtout à la conversion énergétique que les pays industrialisés sont à la recherche. Et incontestablement, les deux pays vont devoir être confrontés à ce double défi, le défi de contenir les fléaux malveillants et le défi de faire du développement économique commun. Très bien. Alors, cette coopération sur le plan sécuritaire, elle est importante, bien sûr, Mohamed Achir. Et le Niger a besoin de cette expérience et de l'expertise qu'a l'Algérie, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Bien entendu, il y a d'abord
les États-Unis d'Amérique ont reconnu. Viennent justement de le rappeler une fois encore. Voilà, c'est-à-dire l'expérience et le professionnalisme de l'Algérie en matière de lutte Contre le terrorisme. Donc, et puis, on a une armée aussi professionnelle. Et puis, on a cette expérience, donc, même par rapport à la mutation de ces formes du terrorisme, parce que maintenant aussi c'est de la criminalité organisée, transnationale, c'est le banditisme, c'est des rebelles qui contrôlent aussi avec d'autres acteurs transnationaux non étatiques, parfois des gisements ou des ressources naturelles, donc il y a tout un changement. Donc l'Algérie a une expérience, et puis ça le concerne aussi, notre pays. Une expérience et une coopération qu'elle a toujours justement mis à la disposition de nos voisins, qui eux souffrent vraiment de ces fléaux qui minent la région. Tout à fait, parce que la question de la sécurité, d'abord c'est un bien commun pour toute la région. Donc j'ai dit tout à l'heure, on partage 950 km de frontières ou un peu plus. Donc tout ça aussi, ça concerne l'Algérie, avec d'autres pays aussi. Donc il faut dire une chose, que tout cet espace est devenu perméable, est devenu l'arène de tout type de trafic, de narcotrafiquants, de terrorisme, d'intégrisme religieux aussi, donc de manipulation. Donc, donc tout ça, ces pays-là, il faut le dire, ont besoin de la coopération pour faire face justement à ces menaces, à ces risques. Donc, lorsqu'on agit ensemble, on est plus efficace. Justement, les questions sécuritaires sont des questions d'abord de la communauté internationale, donc y compris les institutions multilatérales, comme les institutions des Nations Unies, par exemple, mais aussi les institutions africaines, l'Union comme le Conseil de sécurité africain, donc la Commission africaine, donc en plus des pays aussi voisins. Puis il y a toute cette bande du Sahel, donc ça vient de la Corne africaine, le Soudan, la Libye, le Niger, etc. Donc c'est tout, jusqu'à la Mauritanie. Donc c'est un espace qui est fortement investi par plusieurs groupes avec des motivations différentes. Donc là, il faut une coopération. Donc se travailler seul, c'est surtout pour ces pays qui n'ont pas assez de moyens, il faut le dire aussi. Donc ils ont besoin de la coopération de l'Algérie, et l'Algérie aussi, elle a besoin de sécuriser aussi ses frontières. Donc c'est parler en sens du bien commun pour les deux pays, c'est-à-dire asseoir la sécurité, même la sérénité effectivement, dans toute cette région. Très bien. Alors, Monsieur Chouhaoui, pour passer justement au volet économique, on a souvent parlé du concept de diplomatie économique. Je pense que jamais ce concept n'a pris vraiment son sens que lors de ces dernières années. On l'a vu à chaque fois, c'était le ministre de l'énergie ou c'était les cadres de Sonatrach ou parfois de Sonelgaz qui justement balisent un peu le terrain pour des initiatives politiques qui viennent après. Effectivement, vous avez trois types de diplomatie qui sont imbriqués l'une à l'autre, dans ce cas-là précis. Tout d'abord, si vous me permettez juste un petit mot. Bien sûr, allez-y. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a des acteurs extra-régionaux, des acteurs de puissance extra-régionaux qui activent dans la région et qui veulent faire de cette région-là une région de non-droit. Et c'est ça l'élément clé aujourd'hui. L'Algérie est en train de combattre cette approche qui, et pour cela, elle renforce ses liens et sa coopération avec notamment le Niger aujourd'hui et les autres pays du Sahel. Pour rétablir justement ce droit. Absolument, pour rétablir ce droit-là, et surtout que c'est la profondeur d'abord géographique de l'Algérie, l'Afrique subsaharienne, et c'est la profondeur stratégique de l'Algérie. Donc pour revenir aux trois diplomaties, vous avez effectivement la diplomatie de proximité, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et vous avez une deuxième diplomatie qui est celle de la diplomatie économique que vous avez bien mis en évidence. Et vous avez la troisième diplomatie qui va renforcer cette diplomatie institutionnelle, qui est la diplomatie track-to, la diplomatie non institutionnelle,
communément appelée la diplomatie de la société civile, Ouais. mais de la diplomatie parlementaire, etc. Ouais. Donc ces trois diplomaties fonctionnent en symbiose, si j'ose dire, Ouais. pour pouvoir préparer, pour pouvoir construire un avenir commun. Et effectivement, nous l'avons vu, c'est par le début a commencé par cette diplomatie économique. Donc l'énergie. L'énergie est un levier non pas uniquement un levier financier, n'est pas uniquement un levier économique, mais est un levier pour le renforcement des relations et la consolidation des relations bilatérales entre pays. Donc aujourd'hui, effectivement, avec le Niger, nous avons des ressources, je dirais, communes, où l'Algérie a une grande expertise dans l'exploration, l'exploitation, le traitement, etc., Tout à fait. qui sont la ressource des énergies fossiles. Et bien sûr, on revient également aux ressources minières. Et c'est pour ça que nous avons vu qu'il y avait en amont la visite du ministre de l'Énergie, ouais. qui est quelque part impliqué dans cette diplomatie économique. Donc la diplomatie économique, plus que jamais aujourd'hui, a un rôle important, et nous le voyons d'ailleurs pour les grandes puissances telles que les États-Unis d'Amérique, où la diplomatie économique est à l'avant-garde de la diplomatie politique ou multilatérale. Donc effectivement, aujourd'hui encore une fois, c'est par cette diplomatie économique que l'Algérie va renforcer ses liens avec sa profondeur géographique et stratégique. Très bien. Mohamed Hachir, les perspectives de collaboration et de coopération justement dans ce domaine, notamment l'énergie. Hein. Oui, d'abord surtout l'énergie. Oui. D'abord, il faut souligner que l'Algérie quand même est un leader africain en matière d'énergie. Il a été même cité récemment par une institution africaine en matière c'est-à-dire d'accès des populations à l'énergie, presque 97%. Oui. Donc justement, c'est un taux qui est plus qu'appréciable, oui. Plus qu'appréciable, Ouais. effectivement. Donc là, Et au même moment, nos voisins justement ont de véritables problèmes dans ce domaine. parlons du Niger, effectivement. Ouais. Pratiquement 80% de la population n'a pas d'accès à l'électricité Ouais. au Niger. Ouais. Malheureusement, c'est ça la situation. Oui. En réalité. Et donc, l'Algérie, avec d'abord sa maîtrise de toute la chaîne de valeur énergétique, Tout à fait. c'est-à-dire de la conception à la production jusqu'au transport d'électricité à la Tout mise, à fait, à la distribution. à la distribution. Donc tout ça va profiter au Niger. Sonalgaz d'ailleurs, il a déjà formé beaucoup de cadres, ainsi que Sonatrach aussi, hein, dans le domaine pétrolier. Donc il y a eu... C'est un gage justement de confiance hein, lorsque l'Algérie vous propose de former par exemple des milliers de Nigériens dans les métiers du pétrole. Ça prouve que c'est un pays qui est là surtout pour vous soutenir et pour vous aider à prendre en main plus tard ce secteur. Effectivement, c'est une remarque pertinente. Effectivement, l'approche algérienne en matière de coopération économique n'est pas prédatrice. Tout à fait. C'est une approche bénéfique même c'est-à-dire aux pays accueillants de nos investissements. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça. Par exemple, les AEP de Boumerdès a formé beaucoup de cadres et ils forment encore des cadres dans le domaine pétrolier. Et puis, il y a même Sonalgaz qui a signé un contrat en début 2025, je pense, pour construire gratuitement une centrale électrique de 40 oui. Elle en a fait don. 40 mégas. L'Algérie en a fait don au Niger. Voilà, donc, et là, avec des formations encore. Oui. Donc, je pense... Le Niger a besoin de l'énergie pour se développer. Oui. Il n'y a pas un pays dans le monde qui peut se développer sans l'énergie. Donc il a besoin de l'énergie, que ce soit l'électricité pour les populations, que ce soit aussi le carburant, donc les capacités de raffinage. Le raffinage, oui. Donc il faut, c'est-à-dire l'apport technique de Sonatrach pour le raffinage et pour l'exploitation. Donc tout ça, c'est à 100% bénéfique pour le Niger. Maintenant, il y a aussi d'autres domaines, c'est-à-dire au-delà du domaine énergétique, c'est-à-dire l'Algérie va aider justement
dans la maîtrise de cette chaîne. Mais aussi, il y a d'autres domaines de coopération commerciale, par exemple, avec le Niger. Oui. Donc, d'abord, on a cette frontière, donc, dans le cadre de la ZLECAf, par exemple. Oui. L'Algérie a inscrit la création de 5 zones franches frontalières. Oui. Donc ces zones franches frontalières, c'est-à-dire vont servir d'espace industriel commun avec les frontières de ces pays. Donc ce n'est pas seulement du commerce, c'est-à-dire des plateformes logistiques commerciales. Ça dépasse c'est-à-dire le niveau commercial. C'est des investissements aussi, c'est l'implantation des entreprises. Donc tout ça, ça va créer tout un maillage économique au niveau de ces frontières. Et plus important aussi, c'est la perspective de l'Algérie c'est-à-dire de connecter toutes ces zones avec des moyens de communication, que ce soit routières, ferroviaires, etc. Y compris la fibre optique. Hein. Et oui, et à la dorsale, la fibre optique aussi, qui traverse maintenant ces pays du Sahel. Donc voilà, je pense que l'Algérie se positionne comme diffuseur du développement pour ces pays. Donc, et d'ailleurs, c'est ça qui dérange certaines parties hostiles à l'Algérie, parce qu'ils ne veulent pas que l'Algérie joue ce rôle de partenaire fiable d'abord, mais aussi un partenariat économique qui fait bénéficier les populations locales et les institutions de ces pays. Et donc, c'est pour cette raison qu'on subit aussi des attaques un peu... la désinformation, alors que l'Algérie s'inscrit même dans le cadre panafricain en matière de développement des corridors commerciaux. Donc même ces pays, on peut les relier à la Méditerranée, à travers les ports, surtout avec les projets de construction des voies ferrées par exemple, jusqu'à Tamnasset, la transsaharienne, tout ça. Donc c'est des projets aussi de désenclavement de ces pays, le Niger par exemple, et pour avoir accès rapide et facile au port de la Méditerranée, le port algérien. Très bien, justement, c'est un point important. Hein. On va parler de ces grands projets que les deux pays peuvent entreprendre. Il y a justement, comme le disait Mohamed Achir, cette route transsaharienne ou transafricaine. C'est une route qui est très importante pour le Niger, sachant que c'est un pays enclavé et qui dépend des ports de Cotonou et de Lomé. Donc ça peut justement lui apporter une solution pour l'import et l'export de ces marchandises. C'est aussi important pour l'Algérie parce que ça nous ouvre des marchés comme ceux de l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, encore une fois, cette zone-là est la profondeur géographique. Mais une profondeur géographique sans axe de transport ne sert à rien du tout. Nous sommes d'accord. Je crois que le téléspectateur doit comprendre que, vous l'avez si bien dit, 960 km de frontières. Attendez, ce n'est pas la frontière italo-suisse. Hein. Nous sommes dans le désert. Tout à fait. Donc il faut s'imaginer la situation. Donc effectivement, aujourd'hui, l'Algérie est en train de pousser, pousser à quoi? Pousser à créer des valeurs, des chaînes de valeurs communes. C'est les chaînes de valeurs communes qui sont en train d'être créées. Plusieurs fois, les pays industrialisés disent à l'Afrique de se prendre en charge. Mais aujourd'hui, le là est donné. C'est là que nous commençons à nous prendre en charge. C'est voilà, nous prenons en charge nos défis, nous prenons en charge nos problèmes, nous prenons en charge notre développement et cette prise en charge ne peut se faire que par une relation, encore une fois, on revient au vocabulaire, avec une relation d'amitié, une relation de fraternité. Sans ça, il n'y a pas, on peut me dire aujourd'hui, les économistes vont vous dire, oui, mais la fraternité ne sert à rien du tout. Non, la fraternité et l'amitié créent la confiance. Et vous ne pouvez pas créer des valeurs, des chaînes de valeurs communes si vous ne construisez pas la confiance. Tout est basé sur l'économique. Sans la confiance n'existe pas. Les zones, vous l'avez si bien mis en avant, les zones économiques frontalières. Les zones de libre-échange. Les zones de libre-échange. C'est important. Les frontières ont toujours, de par
de par le monde, de par l'histoire, hein. ont toujours été des espaces d'échange. Tout à fait. D'échanges commerciaux ou d'industrie, d'accord? Donc aujourd'hui, en créant toutes ces zones-là, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de contenir les flux migratoires qui perturbent tout le monde, qui perturbent le pays d'origine, qui perturbent le pays de transit et qui perturbent le pays récepteur. Ouais. Donc effectivement, c'est ça. Comment nous allons faire pour pouvoir contenir tout cela? C'est de créer des espaces et des pôles d'emploi. Et effectivement, ces espaces-là ont été, et c'est pour ça qu'on parle d'aires d'intérêt commun. C'est ça l'ère d'intérêt commun. Alors, Mohamed, justement, de quelle manière l'Algérie se positionne-t-elle comme un hub économique, une porte d'entrée stratégique pour les pays du Sahel? D'abord, l'Algérie a quand même un niveau de développement assez appréciable dans plusieurs secteurs d'activité. Oui. Donc là, dans le cadre de la ZLECAf, d'abord, c'est un avantage très important pour plusieurs pays africains, surtout les pays à revenus, disons, à revenus intermédiaires. Donc là, c'est une occasion pour importer des marchandises algériennes sans payer les taxes. Oui. Donc c'est des franches, c'est des zones, que ce soit dans la zone franche ou carrément dans la zone, dans la ZLECAf. Donc là, ces pays ont besoin quand même de plusieurs produits. Donc là, c'est l'occasion d'ailleurs, avec la redynamisation de cette relation, d'identifier justement les produits exportables pour ces pays. Et on a, c'est-à-dire des filières très excédentaires, que ce soit dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, et puis on a aussi la filière des services, que ce soit les services des entreprises ou les services de formation dans plusieurs domaines. Donc tout ça, ça crée une opportunité. Et l'un des marchés, pardon Mohamed, qu'on peut toucher, c'est le marché nigérian, sachant que pratiquement tout ce qui transite par le Niger atterrit parfois, et sinon souvent, au Nigeria. Donc c'est un marché important pour l'Algérie. C'est un marché important, très peuplé. Oui. Donc, que ce soit le marché nigérien ou nigérian, donc ils sont en expansion aussi, c'est-à-dire en termes de population. Tout à fait. Et puis aussi une démographie très jeune. Donc c'est une dynamique de consommation aussi. Donc tout ça. Et puis on va dire aussi toute la partie de l'Afrique de l'Ouest. Et donc on a des filières très excédentaires, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie. Si on prend par exemple les produits pharmaceutiques et les vaccins, vous savez que l'Algérie a pratiquement 30% de toute la production africaine de médicaments. Et les investissements qui se font actuellement aussi en Algérie ont besoin aussi des débouchés. Donc, avec des prix compétitifs, de qualité aussi, des produits de qualité. Donc les Africains, et dans la ZLECAf encore, c'est-à-dire sans taxes douanières et sans barrières tarifaires, donc ils trouveront, c'est-à-dire une opportunité dans le marché algérien. Donc je pense l'intégration, le renforcement de cette intégration commerciale est bénéfique, que ce soit pour les entreprises algériennes ou le marché, les consommateurs africains. Et encore, l'Algérie pense encore à l'avenir, à la création carrément des chaînes de valeur régionales africaines. C'est-à-dire parce que quand on met aux frontières des zones franches comme ça, destinées même à accueillir des investissements à l'avenir, etc. Donc il est connecté avec des voies de communication vers des pays africains. Donc là, on est carrément dans la logique du partage de la valeur de la chaîne, c'est-à-dire de production. C'est-à-dire on ne reste pas seulement dans le commerce. Oui. Très bien. Alors, Monsieur Chiraoui, justement, il y a un autre aspect que je voudrais aborder, c'est celui des milieux d'affaires. C'est maintenant à eux de prendre le relais. Absolument. Moi, j'aurais vu l'inverse, mais bon, en réalité, c'est eux qui auraient dû ouvrir le champ. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes dans le fait est là. Effectivement, devrait prendre le relais, et pour cela, ça va leur nécessiter, un travail colossal de connaissances,
de recherche, parce qu'il faut faire de la recherche, donc de la recherche dans le sens recherche des débouchés, hein, Oui. études de marché, etc., mais également de construire une relation de confiance entre leurs partenaires. Donc il va falloir identifier le partenaire, faire ce qu'on appelle communément des due diligence, donc essayer de voir si les partenaires sont fiables, vice-versa, hein, Tout à les fait. partenaires sont fiables, Dans les et deux passer à une troisième étape qui est celle de construire une relation de confiance qui commencera incontestablement par des échanges commerciaux, par par du commerce, pour pouvoir arriver à des situations d'investissement ou industrielles. Mais là, aujourd'hui, les chefs d'entreprise algériens n'ont pas d'expérience, je dirais, n'ont pas d'expérience dans la recherche des marchés extérieurs. Donc aujourd'hui, il va falloir travailler dur. Oui. Je parle de chefs d'entreprise algériens. Il va falloir travailler dur. Je vais dire un mot pour éviter de faire ce qu'on appelle communément des exportations politiques. Je fais une exportation pour plaire. Oui. Non, on ne fait pas une exportation pour plaire. On fait une exportation pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, Ouais. et pour faire bénéficier toute la communauté de cet échange. Donc aujourd'hui, il y a un effort considérable, je dis bien considérable, que les chefs d'entreprise vont devoir faire. Et qu'on le veuille ou pas, le marché de prédilection de l'Algérie à l'export est d'abord et avant tout l'Afrique. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de hub. Le mot hub n'est pas juste un vocabulaire Tout à fait. pompeux que nous mettons sur la table, pas du tout. C'est une réalité. La réalité est là. Le marché de prédilection des entreprises algériennes est d'abord et avant tout l'Afrique. Très bien. Alors, pour aller très vite, Mohamed, il y a aussi hein, ce grand projet, hein, celui du gazoduc transsaharien, qui est au cœur justement des discussions entre les deux pays. Oui, c'était un projet stratégique. Oui. Donc le TSJP, sur 4000 km. kilomètres environ, donc quand même va aider beaucoup. Ça vient du Nigeria. Du Nigeria. Et il passe par le Niger, mais surtout le Niger. Le Niger, il a besoin de l'énergie, il a besoin du gaz pour produire de l'électricité. Donc, et puis, il touchera les droits de passage aussi. Tout à fait. Et éventuellement, il y aura des investissements. Donc, autour, oui. Et ce gazoduc peut structurer le développement au niveau du Niger. Ouais. Donc, le Niger bénéficiera même de construction d'une chaîne énergétique, une chaîne de valeur énergétique, c'est-à-dire pour accompagner le développement. Et puis, ça fait aussi le lien entre trois pays. Donc c'est trois pays et deux continents. Et deux continents, et voilà, justement, destiné à l'Europe. Donc, et là, donc, récemment, il y a eu même une rencontre par rapport au projet de Mathieu, Italie, etc. Tout à fait, l'Italie a montré justement son intérêt pour un tel projet. Et justement, et c'est la problématique de relier les deux continents, Europe, Afrique. Et là, donc, quand on construit comme ça des corridors, que ce soit énergétiques, routiers ou bien ferroviaires, etc., donc on est justement dans cette logique d'intégration intercontinentale. Et là où il y a le commerce, là où il y a de l'intégration, il y a de la croissance économique. Donc l'impact est direct sur le PIB. Oui. Et donc, c'est-à-dire l'impact est évident sur le niveau de vie des populations. Oui. Donc je pense que c'est un projet stratégique. Très aussi, c'est-à-dire on sait très bien que les géopolitiques aussi, surtout, il y a de la concurrence malsaine bien entendu, hein. En tout cas il est plus rentable c'est-à-dire par ce passage-là de 4000 km que de passer par 11 ou 12 c'est pays, presque etc. le chemin naturel de ce gazoduc. Donc j'espère qu'il y a une prise de conscience de la part du Niger, surtout par rapport à la portée, d'autant plus que les deux parties, le Nigeria et l'Algérie, se sont engagés aussi à financer davantage un peu ce projet, c'est-à-dire il y aura, c'est-à-dire le Niger, il ne va pas supporter davantage
c'est-à-dire du coût en matière de réalisation, par exemple. Ouais. L'expérience est algérienne, c'est-à-dire l'Algérie, elle a toute l'expérience et tout le savoir-faire pour la réalisation de ce genre de gazoduc. Tout à fait. Donc, et ça va servir aussi de formation pour le Niger. Ouais. Donc, ils vont bénéficier en matière de formation à travers cet investissement. C'est ce que nous disions tout à l'heure, hein, la proposition de former justement les gens au métier du pétrole. Cela m'amène à parler d'un point très rapidement, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur Chikhaoui, l'un des problèmes dont souffre aussi l'Afrique, et notamment la région du Sahel, puisqu'on parle de cette région essentiellement aujourd'hui, c'est donc après le pillage justement de ses ressources humaines, c'est le pillage de sa matière grise. On a du mal à garder justement ces compétences qui sont formées notamment en Algérie, hein, qui propose beaucoup de formations aux Africains. On a du mal à les garder en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire désormais? Tout simplement, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est créer cet environnement qui leur permettra et qui permettra à ce qu'on appelle communément les talents à s'exprimer. Ouais. Parce qu'en fait, si vous ne vous exprimez pas, vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs. Oui. Donc aujourd'hui, d'autres pays en bénéficient parce que à coût zéro. Tout à fait. Coût zéro, Tout à fait. puisqu'ils sont bien formés, etc. etc. C'est Donc du aujourd'hui- pain béni pour eux. Absolument, du pain béni. Et effectivement, aujourd'hui, créer cet environnement économique commun, encore une fois, en sciences politiques, on parle de zone d'intérêt commun. Ce n'est pas pour rien. La zone d'intérêt commun, elle est créatrice d'emplois, elle absorbe. Tout à l'heure, j'avais dit la mobilité, j'avais dit les flux migratoires. Oui. Mais comment vous les absorbez si vous ne créez pas tout ça? Et en fait, moi, je terminerai par dans le jargon du milieu des fléaux malveillants, on parle de chemin d'éléphant, d'accord? C'est les chemins qu'empruntent un petit peu les trafiquants, etc. Pour la mobilité, pour la mobilité des personnes. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, les chemins d'éléphants sont en train de se transformer en chemins de développement. Bah, très bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et si on veut maintenir cette matière grise aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils ont siphonné, les conquérants Ouais. ont siphonné les matières premières dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ils ont commencé à siphonner la matière grise. Et si on veut les maintenir, on les maintiendra par le développement Il faut économique. peut-être libérer justement cette énergie, Tout à fait. notamment de la jeunesse africaine. On l'a remarqué à travers les différentes rencontres des start-upers que l'Algérie a abritées. Tout à fait. On a vu une jeunesse africaine très émancipée et qui rêve d'un avenir meilleur. Mohamed, pour conclure, alors on a parlé de l'aspect sécuritaire, de l'aspect politique, l'aspect économique. Il y a un aspect dont on parle rarement et pour moi qui est important, la contribution de la culture, du sport, du soft power, justement pour rapprocher des pays comme l'Algérie et le Niger, par exemple. Oui, c'est très important, hein. C'est justement parce que les Africains subissent un peu les guerres de 4e ou 5e génération, les guerres hybrides et la désinformation. On sape le moral surtout de la jeunesse pour organiser la prédation de la ressource humaine. Avant, c'était la prédation des ressources naturelles, Ouais. des terres, etc. Et maintenant, c'est carrément la ressource humaine. Donc, le système prédateur, il est toujours là, hein. Ouais. Donc, maintenant, justement, il y a une conscience, en tout cas, de la part de la jeunesse africaine. Ce n'est plus les mêmes générations, hein. Il y a des générations qui ont une vision panafricaniste, mais aussi qui ont une vision, c'est-à-dire Tout à fait, hein. indépendantes en matière d'exploitation et qui sont conscientes de leur potentialité, de leurs ressources. Même l'Algérie s'inscrit en quelque sorte dans cette aussi coopération, hein, avec l'agence algérienne de la coopération internationale pour le développement et la solidarité, parce qu'il s'inscrit dans la politique étrangère de notre pays que il faut rajouter le développement économique, le développement social et culturel pour résoudre les problèmes et les conflits politiques dans ces pays. Très bien, alors la boucle est bouclée. Un dernier mot peut-être très rapidement. Un dernier mot, nous n'avons pas le choix. Nous vivons côte à côte et nous sommes obligés de nous développer ensemble.
Très bien, merci beaucoup, Monsieur Arslan Chiraoui. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Et puis, merci Mohamed Achir, consultant de la télévision algérienne. Merci à nos amis techniciens du Studio 7. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.